enchaîner immédiatement, sans transition, comme on dit à l'ancienne, avec notre seconde table ronde où on va encore parler éditeur. On va encore parler, cette fois-ci, on va essayer d'être un tout petit peu plus focus sur la diversification, la fameuse diversification des revenus. Et je vais accueillir Agnès Fougère qui doit être là, qui s'occupe des éditeurs en Europe chez SeedTag. Bonjour Agnès. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Kevin Goin qui est CSO, ça doit être Chief Strategy ou Officer, j'imagine, de The Monetizer. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment va ton genou? Mon genou va mieux. On a joué au foot et tu t'es fait un peu mal au genou, ça va mieux? Ouais, mon genou va mieux, ouais, c'est gentil, merci. Bon, alors c'est cool. On accueille également Bruno Michel de chez Smile. Hello, hello. Salut Fred. Ça va? Bon, toi, par contre, les genoux, parfait. Hier, tu étais royal sur le terrain. Donc... Ouais, très bien. Nickel. Un peu de courbature ce matin, mais ça va. D'accord. Moins que le tennis, quand même. D'accord. Et Agnès, pardon, n'importe quoi, je suis bête. Magali Cantel-Ramé de chez qui est la cofondatrice d'Opti Digital. Salut Magali. Salut Fred, salut à tous. Alors, on va parler de diversification, des revenus. Et pour commencer, je voulais faire un petit tour de contexte, en fait, parce que c'est sympa d'aller chercher, comme on dit, des nouveaux revenus, des nouveaux trucs et des machins, etc. Mais ce serait bien aussi quand même de voir un petit peu justement ce dont on parle. On a parlé un petit peu techno avant. Et là, je voulais parler déjà, démarrer avec toi Agnès. Comment dire? Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, je suis abonné, j'ai l'impression que quand je suis abonné à des sites, par exemple Le Monde ou L'Équipe, quand je vais dedans, effectivement, en tant que premium, en termes de pub, j'ai quasiment rien, ce qui est un petit peu le contrat qui est de se dire, bon, je paye mon truc par mois, donc j'ai effectivement moins de pub. Inversement, quand je vais sur d'autres sites, j'ai quand même encore l'impression souvent de me faire attaquer, de me faire un peu envahir, en mode qui est de se dire, alors surtout qu'en plus qu'on est habitué à pas trop en avoir, et où est-ce qu'on en est là-dessus, justement, sur cette dimension, justement, par rapport à l'UX, par rapport où moi, j'ai encore aujourd'hui l'impression quand même que les sites sont encore vachement, pas sapin de Noël, mais il y en a quand même encore beaucoup. Alors, je te rejoins absolument sur cette idée et j'ai même le sentiment pour te dire que c'est devenu pire que ça ne l'a été pendant un petit moment. On avait vu des initiatives un petit peu type Digital at Trust, etc., qui s'étaient penchées un peu sur cette idée en essayant de limiter peut-être le nombre de formats par page à l'écran, en essayant de remettre en avant un petit peu le contenu éditorial. Et finalement, j'ai le sentiment que ces derniers temps, on revient en arrière et c'est difficile aujourd'hui, en effet, de réussir à accéder facilement au contenu, parce que tu as d'une part tous les formats publicitaires qui s'affichent, et on le verra sans doute tout à l'heure, ça pose aussi pas mal de problèmes en termes de brand safety. Mais en plus, tu commences à avoir tes petits encarts de consentement qui viennent aussi occuper une bonne partie de ton écran. Et honnêtement, ça devient complexe de se dire j'ai envie de réussir à lire mon article en entier sans forcément avoir soit à interagir avec la page, soit tout simplement sans être pollué à droite à gauche par de nombreux formats. Donc ce contexte ne rend vraiment pas les choses évidentes, je pense en effet, et pose la question de... On se tire un peu une balle dans le pied dans ce cas-là côté éditeur, parce que nous, on se dit tiens, toc, c'est bien d'un côté, bien de l'autre, et comme il y a quand même un vrai risque. Absolument, il y a un vrai risque de perdre en qualité et c'est pas forcément évident aujourd'hui, je trouve, de réussir à proposer une UX justement assez fluide et agréable si on ne passe pas sur la partie abonnement dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Parce qu'en plus, Magali, de nos jours, il y a toute cette histoire maintenant d'inventaire qui a pris un peu encore une nouvelle histoire avec le je consens pas. Et donc, ce qui fait que ça complexifie encore les choses entre le gars qui a dit bon, j'accepte, entre guillemets, je vous soutiens, donc je prends des cookies, ceux qui n'acceptent pas. On recrée des dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers d'inventaire et de. Non? Ouais, moi je voudrais réagir à ce qu'a dit Agnès. Salut Agnès. Salut Magali. Au sujet de la publicité où parfois on se retrouve avec de multiples formats et en termes d'expérience utilisateur, c'est terrible. Et en fait, je pense que ça vient du fait que les éditeurs sont constamment contactés par plein de partenaires publicitaires qui sont très cloisonnés. Certains qui proposent juste un player vidéo qui va venir flotter au-dessus du contenu, un autre qui va afficher des thumbnails, des miniatures au-dessus des paragraphes, donc on ne peut plus lire, et puis d'autres emplacements publicitaires, on va dire, plus classiques. Et le problème, c'est qu'en fait, pour l'éditeur,
Lui, s'il veut se dire, bah, tiens, je vais regarder quelle est ma pression publicitaire sur mon site, et comme ça vient de multiples partenaires, il faut qu'il ait un outil après pour centraliser le nombre de publicités qu'il a sur sa page, et pour savoir réellement quelle était l'UX, ou alors il l'observe juste et il compte. Et en fait, c'est super compliqué à gérer. Je pense que idéalement, il vaut mieux avoir un seul partenaire qui te dit exactement, bah, voilà, on va mettre X publicité par page et on va contrôler, on va s'assurer que c'est le cas, quoi. Oui, Et mais après, tu auras effectivement, envie de dire, Magali, quelque part, tu auras envie de dire que c'est le job de l'éditeur, ça. Qui est de dire qu'effectivement, parce que tu pourrais c'est le chef de travaux, chef de projet, et de se dire, bon, bah, les gars, moi, j'ai quelqu'un, effectivement, qui, normalement, chez moi, devrait être capable, en tant qu'éditeur, je dis bien, de pouvoir se dire, tiens, bah, je suis sollicité par A, B, C, D, E, et puis je regarde qui fait quoi, blablabla, etc. Et je peux effectivement être aidé par des outils. Mais normalement, tu aurais envie peut-être que la compétence soit chez l'éditeur, non, je me trompe? bah ouais, tout à fait, mais je pense que c'est pas facile pour eux de savoir dire non. Je leur jette pas la pierre, hein, attention. Je pense que c'est très compliqué de savoir arbitrer, dire bah, ça je prends pas. Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à savoir dire non aujourd'hui, parce que sinon on se retrouve avec un arbre de Noël, quoi. Ce qui est une excellente transition sur la question que je t'avais posée avant, puisque le savoir dire non, c'est un peu le principe du consentement, je te remercie. Ouais, et ben, tout Donc, à fait. Et je pense qu'en fait, c'est ça le risque. C'est tout l'enjeu de l'UX. C'est-à-dire que si on dépasse les limites d'acceptabilité côté internaute, ben, on prend le risque que lors de la prochaine visite, l'internaute se dise bah, tiens, j'ai l'opportunité de dire non et je vais le faire. Et là, on augmente son taux de non-consentement. Et là, forcément, ben, aujourd'hui, le marché publicitaire est beaucoup moins mature, beaucoup moins mûr sur la publicité sans le consentement. Nous, on le voit très bien quand on envoie des bid requests à de multiples partenaires, on en a très peu qui répondent, et avec un niveau de CPM beaucoup plus faible qu'avec le consentement. Et ça, c'est quand on est dans le cadre, on va dire, d'un continuer sans accepter, qui est cette espèce de zone grise qui a été acceptée par la CNIL l'année dernière. Et dans le cas où l'internaute dit j'ai tout refusé, ben là, on peut. Alors déjà, il y a certains ad serveurs qu'on ne peut plus utiliser, comme Google Ad Manager, pas du tout. Et donc, ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des solutions alternatives. On a un ad serveur alternatif qui va pouvoir travailler sans cookies, sans consentement. Mais bon, après, idéalement, ce qu'il faut, moi, je mets côté éditeur, c'est se dire, bah, OK, j'ai tous ces environnements non consentis, mais sur lesquels je peux quand même diffuser des campagnes adaptés, qui n'ont pas déposé de cookies. Donc là, j'exploite au maximum ces inventaires-là pour diffuser mes campagnes en gré à gré, du brand content sans cookies, de l'affiliation. Mais je sais que le programmatique n'est pas prêt pour cet inventaire-là. Et donc, ça libère de l'inventaire sur mon environnement avec consentement. Et là, je vais diffuser au maximum de la programmatique bien rémunérée. Kevin, tout à l'heure, à l'instant, pardon, Magali parlait justement de personnes qui devraient faire un peu le job de tiers de confiance pour les éditeurs, qui est de se dire, bon, les éditeurs, je comprends, votre métier, entre guillemets, c'est de faire du contenu, et puis j'ai besoin de quelqu'un, effectivement, capable de comprendre les technos, qui est de se dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je le branche, je le prends pas. C'est pas exactement la définition de ce que vous faites? Oui, et c'est pour ça que je rejoins également Magali et Agnès sur ce qu'ils ont dit et sur le fait de centraliser et de ne pas dire oui donc à tous les formats différents. Après, donc voilà, les pauvres éditeurs, si je puis dire, vont finir avec des arbres de Noël. Et donc, oui, c'est tout à fait ce que fait The Monetizer. Et donc, ils centralisent et aussi d'autres partenaires qui sont autour de cette table. Mais voilà, le but, c'est vraiment de centraliser donc, toutes les demandes, tous les formats et tous les partenaires, mais aussi toutes les technologies et fonctionnalités. Donc voilà, que ça soit pour du brain safety, pour chercher du revenu, ou pour chercher donc tout type de technologie qui permettra de multiplier l'inventaire. Et ouais, c'est ce que nous faisons, comme d'autres partenaires autour de cette table. Justement, on parlait tout à l'heure par rapport à l'UX. Donc l'UX, on pense à nous, quoi, en tant qu'utilisateur, qui est de se dire, bon, je vais visiter un site, les gars, j'ai juste envie de voir une vidéo ou un site ou un texte, etc. Donc ça, c'est sur la partie utilisateur. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement sur la partie des marques, où elles ont envie d'entrer ce qu'on appelle un environnement brand safe, quoi, d'arriver, de me dire, bon, bah, je vais associer ma marque à différentes choses et je vais m'assurer qu'effectivement, et ça aussi, c'est compliqué parce que c'est un peu contesté, même d'ailleurs chez les GAFA, hein, mais comment ça fonctionne maintenant côté éditeur? Comment est-ce que je peux justement faire que je rassure suffisamment mes clients finaux qui sont les marques? Oui, c'est sûr. Côté brain safety, c'est sûr que ce sujet est plus présent côté annonceur que côté publisher, en tout cas pour le moment.
Côté annonceur, le but, c'est bien entendu de ne pas se retrouver sur des sites avec des contenus qui sont moins quali ou même pas acceptables du tout. Côté publisher, le but, c'est de ne pas se retrouver avec des publicités avec des malwares, des redirections ou avec de la mauvaise qualité. Donc là, le but pour éviter tout ça, en fait, c'est de travailler avec des partenaires, par exemple, comme Confiance, qui permettent donc de scanner toutes les impressions en amont et donc de bloquer les éventuels malware ou publicités de mauvaise qualité. Il est possible aussi de les scanner après, donc pour pouvoir supprimer donc, ou blacklister certaines campagnes. Aussi, donc, chez The Metizer, on a plus de 40 partenaires, donc SSP Bidder, ce qui nous permet, en plus d'aller chercher du revenu et du fill rate, ça nous permet aussi donc, d'avoir des rapports d'IVT, donc d'invalide trafic dynamique. Donc aujourd'hui, on est capable de remonter le pourcentage d'IVT par domaine et de pouvoir supprimer des bidders ou carrément couper certains sites. D'accord. Bruno, vous, les rois du programmatique, comment est-ce que ça se gère? Parce que tu as quand même, justement, depuis le début de la matinée, en fait, j'entends beaucoup parler de deal ID, de trucs, en fait, c'est du programmatique, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, il faut que je remette une couche supplémentaire avec éventuellement de la curation qui va arriver pour faire un deal ID avec quelqu'un, etc., etc. Comment on en est où là-dessus? C'est quoi Parce que le fantasme à une époque du programmatique, c'était de dire waouh, vous allez voir, tout va être automatique, ça va être fluide comme un marché boursier, etc. Bon, alors qu'en fait, on est d'accord pour dire que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Non, non, non. Si on se projetait quelques années en arrière, on se regarderait tous et on se dirait, mais waouh, c'était ça la monétisation. Je caricature un peu volontairement, mais que ça soit son environnement ou son pilotage, la monétisation, elle s'est extrêmement complexifiée. Les éditeurs, là, ils font face à un écosystème publicitaire beaucoup plus complexe à maîtriser, avec notamment l'apparition, comme tu dis, de la programmatique, qui est désormais mise en compétition avec toute la demande directe qui est opérée par la régie de l'éditeur. Nous, dans les échanges qu'on a avec nos éditeurs, partenaires, les stratégies, elles peuvent varier un peu tout au tout. Et typiquement, une campagne directe vendue par la régie est moins chère qu'une campagne en programmatique, elle peut être diffusée en priorité. Donc, en y réfléchissant, on peut penser que ce n'est pas forcément très logique, sauf qu'il y a derrière aussi des aspects de politique interne avec la régie à prendre en considération, alors que tu as d'autres éditeurs qui vont avoir, eux, une stratégie, comment dire, plus rationnelle, basée sur le CPM, avec une mise en compétition, là, pour le coup, totale, entre les ventes directes et la demande programmatique. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la big picture. Si on commence à rentrer un peu dans le cœur de la machine, et plus spécifiquement dans le wrapper d'un éditeur, c'est là où l'éditeur il va pouvoir avoir un terrain de jeu qui va être énorme. Avec le header bidding, il est quasiment infini entre la multitude d'acteurs qui existent sur ce marché. L'éditeur il va pouvoir aussi analyser, il va pouvoir tester, A/B tester dans tous les sens, analyser les KPI comme le win rate, le fill rate, la valeur incrémentale qui est hyper importante. Et tout ça fait que l'éditeur, s'il n'a pas développé une vraie expertise pour maîtriser toute cette compétition, tout cet écosystème, il peut vite aller droit dans le mur. Par exemple, j'écoutais tout à l'heure, c'était je crois Nathan qui parlait de ça, la prise en compte du setup de Flore. Il faut qu'il soit cohérent avec tous les partenaires, avec tous les formats. Sinon, ta stratégie de diversification, elle va plus ressembler au final à une stratégie de vampirisation, parce que les acheteurs en programmatique, on le sait, ils vont aller là où c'est le plus bas en termes de pricing. Donc, vraiment, gros warning là-dessus. D'accord. En termes de solutions, justement, sur la diversification des revenus, ça fait maintenant, notamment avec cette histoire de cookies, là, bref, on va pas revenir là-dessus, on entend parler de contextuel. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que pareil, j'ai l'impression qu'on fait une espèce de marche arrière monstrueuse sur le fait de se dire, oui, effectivement, si tu veux trouver des gens qui sont intéressés par l'automobile, va peut-être acheter Automoto et tu vas voir, c'est génial. Donc, effectivement, maintenant, le contextuel est un peu plus étoffé. Donc là-dessus, je vais te demander, Agnès, de réagir. Alors, sachant qu'en plus, on lisait récemment qu'il y a quand même quelques éditeurs, alors je crois que c'est un petit peu outre-Manche, qui commencent un petit peu, outre-Manche et même outre-Atlantique, à se plaindre du fait que quelque part, il y a justement peut-être quelques personnes qui scannent un peu les pages sans que vraiment on leur demande pour être capable de créer des segments à partir du contexte. Donc, le contextuel, c'est vraiment le truc de ouf que maintenant et qui fait que ça change tout.
Exactement, et c'est surtout beaucoup plus fort que comme ce que tu disais, un petit peu aller cibler automoto pour faire de l'auto. Heureusement, c'est aujourd'hui beaucoup plus fort que ça. Et là où je pense qu'il y a une vraie question centrale autour du contextuel, et ça rejoint ce qu'on vient tous de se dire, c'est que on voit en effet la croissance justement de cet inventaire non consenti. Et moi, j'attire beaucoup là-dessus votre attention sur l'idée que ne pas donner son consentement ne veut pas dire refuser la publicité. C'est deux choses qui sont très différentes. Quelqu'un qui voudrait refuser la publicité peut installer son adblock. Là, la question de ne pas donner son consentement ne veut pas dire je n'en veux pas. En revanche, je ne la veux pas telle qu'elle a existé ces derniers temps et je n'ai pas forcément envie de partager mes données et de me sentir justement traqué, suivi et de perdre en fait ces données après dans tout l'écosystème du web. Avec l'idée justement du contextuel, on arrive à une idée de refaire de la publicité intelligente, respectueuse en effet de l'internaute. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui à se dire, cette partie contextuelle a évidemment son sens sur l'inventaire consenti parce qu'elle peut venir tout simplement en plus de toute cette partie data et être quelque part un nice to have pour l'annonceur. Mais elle a aussi tout son sens aujourd'hui sur cet inventaire non consenti qui est juste amené à croître, on le voit tous sans surprise, très vite ça va devenir un inventaire majoritaire. Donc comment je fais aujourd'hui pour avoir une publicité pertinente qui en effet est percutante côté annonceur, pertinente côté internaute, en me basant sur le contexte. Il y a tout un travail ici justement de créa, d'imagination justement sur qu'est-ce que je fais de ce contexte qui me donne énormément d'informations pour réussir à toucher et avoir une publicité en fait intelligente. Et là, je reviens un petit peu aussi sur ce qu'on s'était dit, sur cette histoire tout à l'heure de ne pas multiplier tous ces différents formats. Il y a une idée de se dire, je pars sur ce contexte, et c'est ce qu'on essaye de faire chez CITAG pour proposer différents emplacements publicitaires. Je parie sur un cheval qui est le contexte, qui va me proposer la bonne publicité au bon moment, mais sans justement commencer à transformer mon site en sapin de Noël. Donc, en fait, on va venir, selon le contexte, sur un emplacement ou un autre, mais pas partout en même temps. Et ça, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui pour les éditeurs. D'accord. Kevin, là, avec Agnès, on vient de parler du contextuel 2.0. Enfin, tu vois un peu le concept. Il y a quelques années, j'ai plus la date exacte en tête. C'est le weather bidding qui a été apparu comme étant la solution de la mort qui tue pour retrouver ses petits etc. On en est où là-dessus par rapport aux éditeurs justement? C'est toujours cette planche de salut qui fait que ça leur permet de pouvoir justement mieux gérer leur inventaire programmatique, ou est-ce que justement ça ne s'est pas un peu transformé en nouvelle foire à l'emploi parce que de toute façon j'en rajoute en partant du principe qu'en théorie ça va optimiser, puis au final ça optimise peut-être pas tant que ça. Oui, alors c'est une super question. En fait, le header bidding, bien entendu, a permis donc de multiplier les sources de demande publicitaires, mais aussi donc de les mettre en compétition. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple chez Sometizer, on a plus de 40 partenaires. Donc voilà, le but c'est pas forcément de rajouter un maximum de partenaires, mais surtout d'aller monitorer toute cette demande, notamment avec des amis comme PubStack. Donc voilà, le but ça va être de fournir aux éditeurs donc le stack publicitaire idéal pour eux, et donc voilà, d'aller débrancher les SSP/biders qui ne font que vase communicant et de laisser que ceux qui génèrent de la vraie valeur incrémentale. Donc voilà, on a donc un beau stack disponible avec par exemple des SSP qui vont bider souvent, mais donc avec des CPM plus bas. On en a d'autres qui vont bider donc moins, mais avec des très gros CPM. Et en fait, c'est vraiment d'aller chercher ce petit réglage éditeur par éditeur de notre top 10, top 100, top 1000, et de leur fournir ce stack custom, voilà, selon leur top géo et les performances des SSP et biders sur le domaine. D'accord, donc le header bidding, ça reste quand même vraiment cette arme absolue au départ, enfin, je veux dire incontournable pour l'éditeur justement pour être capable d'aller faire cet arbitrage en live entre les différents partenaires. Et on va dire que votre métier, enfin votre offre de service par rapport aux éditeurs, c'est justement d'avoir sélectionné pour eux les partenaires et de pouvoir un peu les ajuster. Exactement, de les sélectionner, de les connecter, de les A/B tester, et de désactiver ceux qui sont le moins intéressants pour eux et de bien entendu garder les plus intéressants. Et donc voilà. D'accord. Justement là-dessus, Bruno, quand on avait préparé un peu la table ronde, tu employais le principe de private
de private exchange, ça marche comment justement maintenant le fait de… Ça revient un petit peu à ça, à ce qu'on dit, c'est-à-dire que j'ai ce truc qui est en haut et je sélectionne pour vous, ça fonctionne comment en fait? Déjà, c'est important de redéfinir un peu ce qu'est un private exchange. On entend parler de cette solution un peu partout. Et nous, notre point de vue, et de la part du positionnement de Smile Wanted, un private exchange, il va se définir comme un acteur ayant déjà sa propre place de marché. Ça, c'est très important, en signant des partenariats avec chaque éditeur en direct, en France, à l'international, aussi bien des grands groupes médias que des médias plus indépendants. Donc, il y a un vrai contrôle vraiment de cet inventaire. Et ce qui va être important, ça va être justement aussi de constituer un reach élevé et de créer en parallèle un environnement qui va être brand safe pour les acheteurs. Et tout ce premier socle, toute cette base, elle va être ensuite enrichie par une technologie propriétaire qui va permettre d'atteindre des niveaux de performance qui vont être élevés, comme nous on le propose chez Smile Wanted, avec nos algorithmes, avec notre techno, en réalisant justement ce travail de filtrage d'inventaire et en garantissant des niveaux de performance qui vont être hyper élevés sur de la visibilité, sur de l'engagement. Et ces channels de performance qui vont être créés, elles vont être utilisées déjà par nos équipes commerciales pour diffuser notre demande exclusive et générer ce revenu incrémental en tant que bidder dans le stack header bidding justement des éditeurs. Et en plus, elle peut être utilisée, en tout cas ces channels de performance, par certains de nos partenaires. Donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, toute cette première surcouche de performance, elle va être aussi, elle aussi enrichie à son tour par l'activation de data audience avec des ciblages d'intérêt, des ciblages de comportement pour optimiser forcément le CPM pour l'éditeur à travers la vente de segments hyper qualifiés, granulaires, pas trop non plus parce qu'il faut quand même qu'on atteigne un reach suffisant, sinon l'intérêt il va être limité. Et deux aussi pour améliorer, on en parlait tout à l'heure, l'expérience utilisateur sur le site. Un internaute, si il sera beaucoup plus sensible justement à un produit ou une communication adaptée à son comportement d'achat. Et chez Smile Wanted, justement, ce type de ciblage, on l'opère déjà avec notre techno pour répondre notamment à cette problématique de cookieless qu'on entend. Et encore une fois, pour répondre à cet impératif de performance, aussi bien pour les éditeurs d'un côté que pour les acheteurs. D'accord. Magali, si je ne m'abuse, votre taf, votre job, c'est justement notamment de calculer, de comprendre cette valeur un peu incrémentale à gauche et à droite et de comprendre un petit peu qui apporte quoi. Je comprends d'un côté que le header bidding est supposé justement, je mets plein de trucs dedans et puis j'optimise et puis je vois comment ça fonctionne, etc. Comment est-ce que vous intervenez là-dessus justement? Vous intervenez en haut, en bas? À quel moment? Comment est-ce qu'on est complémentaire justement de cette solution qui se passe au-dessus du header bidding par exemple, et comment est-ce qu'on réussit à optimiser pour de vrai? En fait, mettre en place du header bidding, je pense que c'est pas très compliqué. Tu as une solution open source qui s'appelle Prebid, tu fais un wrapper, tu mets Oui, il faut choisir tes trucs que tu mets dedans quand même. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est trouver les bons paramètres et s'assurer que la configuration qu'on a est la plus à jour possible, parce que des updates de Prebid, il y en a tout le temps, qui viennent corriger des bugs, qui viennent améliorer certaines fonctionnalités. Et dans la configuration de cet outil-là, tu as par exemple des paramètres qui sont la densité des comment ça se dit, des price range, je ne sais pas comment ça se dit en français. Donc, essayer de faire en sorte de maximiser en fait chaque enchère qui peut nous arriver des différents partenaires pour avoir l'enchère la plus élevée qui arrive ensuite dans l'ad server et avoir la compétition à un niveau maximum dans l'ad server, ce qui va faire monter les prix. Donc vraiment, je pense que dans le header bidding, on l'a vu avec Nathan, puis avec Kevin, le principe, c'est pas de brancher un maximum de partenaires, c'est de savoir lesquels je branche, sur quels emplacements et pourquoi. Et pour faire cet arbitrage, tu es obligé d'avoir de la donnée. Et pour construire cette donnée, c'est pas évident. Il faut arriver à le faire de manière précise, avoir le détail. Et là, pour le coup, God is in the details. Il faut l'avoir par site,
par page, par emplacement. Et là, tu peux commencer à y voir clair et voir, OK, tel bidder ou tel SSP participe très bien sur mon emplacement mobile post 2. Je pense à des acteurs comme InVibes, par exemple, qui fonctionnent très bien dans des emplacements in-read. Et puis, sur certains autres emplacements, on va avoir des acteurs qui vont beaucoup participer, mais avec des CPM très faibles. On en a besoin parce qu'il n'y en a aucun autre SSP qui participe contre Google à la place. Donc, il apporte de la valeur parce qu'il va faire monter les enchères sur toute une série d'emplacements ou d'inventaires qui sont moins intéressants peut-être pour les autres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on a un rôle, on va dire, d'intégrateur. On aide l'éditeur à faire des choix. On l'aide avec du monitoring. Donc, il peut voir les résultats. On l'aide en connectant ou déconnectant certains partenaires via des tests AB. On peut contrôler le résultat de mon groupe de test avec le résultat de mon groupe de contrôle qui est resté inchangé. Et puis ensuite, on dit OK, là, je peux prendre une décision éclairée. Je vois que tel partenaire, il m'apporte de la valeur ou celui-ci, non, ça fait juste un vase communicant. Et c'est super important aujourd'hui de savoir arbitrer parce que tous les jours, on se fait contacter par des nouveaux SSP qui promettent des SCPM miraculeux. Et en fait, le résultat n'est pas au rendez-vous à la fin. Et on ne peut pas, humainement, quand on est un éditeur, même un grand groupe, se retrouver avec 50 différents partenaires dont il faut gérer la facturation, les paiements, courir après les paiements, et puis se dire, mais en fait, je suis juste en train de multiplier, de me diluer mon énergie à gérer de multiples partenaires, alors que finalement, concrètement, la valeur, elle est peut-être résumée et concentrée dans les 10 plus importants, quoi. Voilà, donc c'est à ça qu'on les aide. Et après, un autre truc que disaient Nathan et Kevin qui est vrai, il faut faire hyper attention au prix plancher. C'est-à-dire que si jamais on commence à connecter différents partenaires à un bidding et qu'on ne leur impose pas à tous les mêmes règles, en fait, on fausse les enchères. Et en fait, pour que les enchères apportent de la valeur, il faut justement éviter qu'il y ait des chemins d'accès à l'inventaire au rabais. Parce qu'on a oublié de mettre un prix plancher sur tel SSP et que en fait, notre inventaire, il est disponible. Et donc, ce que font les DSP, c'est j'ai l'impression de parler chinois, du SPO. Et donc, ils vont optimiser, ils vont aller chercher le chemin d'accès le moins cher, le plus efficace pour acheter cet inventaire. Ils vont le trouver. Donc, c'est super important d'avoir les mêmes prix planchers partout. Et là, toute la complexité aussi, et c'est là aussi que nous, on aide, c'est qu'on impose des prix planchers de manière dynamique à tous, les mêmes en même temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à déployer sur tous nos éditeurs actuellement. C'est en bêta, mais après, potentiellement, ce sera compatible avec n'importe quelle configuration publicitaire existante et on viendra imposer le bon prix plancher, celui qui va maximiser le revenu pour 1000 pages vues à tous les partenaires en même temps, tous les SSP. D'accord. Écoute, je crois que je comprends le chinois. je crois que je comprends le chinois, c'est en soi une bonne nouvelle. Dites-moi les amis, c'est le moment de conclure. Je sais que c'était rapide, mais c'est la vie, c'est comme ça, et puis on n'a pas le choix. Donc, puis en plus d'ailleurs, il faut que j'échange avec Nicolas et Sébastien. Donc, vous allez être efficaces, vous allez chacun avoir 30 secondes. Je vais commencer avec toi, Bruno. Comment est-ce que tu as envie de conclure? Pour conclure rapidement, les éditeurs, au final, ce sont eux qui ont les cartes en main. Il n'y a pas une stratégie de diversification, de monétisation qui va être meilleure que l'autre. Tout dépend de leur objectif final, clairement. Et il va être important pour eux de trouver le juste équilibre entre plusieurs indicateurs, la visibilité, le fill rate, l'expérience utilisateur qu'on a parlé tout à l'heure, le niveau de compétition aussi, entre autres. Donc, à eux, de faire les bons choix, de bien s'entourer, de développer aussi cette expertise qui est hyper importante pour analyser tous les KPI et de s'associer avec les bonnes adtech qui ont aussi un rôle hyper important. On n'en a pas parlé, mais c'est important. Un rôle de conseil, justement, qu'on fait en tout cas, nous, chez Smile Wanted avec nos éditeurs partenaires. Et en France, on a la chance, justement, d'avoir d'excellents acteurs. Donc, autant en profiter. Ça marche. Merci, Bruno. Agnès, comment Oui,
Non, moi je disais que l'enjeu aujourd'hui pour les éditeurs, c'est de réussir à prendre en main justement cet univers technologique qui leur permet beaucoup de mise en concurrence, mais de s'assurer qu'ils le font de manière extrêmement raisonnée pour garder un contrôle sur cette chaîne de valeur. Je rejoins beaucoup justement ce que disait Magali tout à l'heure. Donc être sûr de savoir ce qu'ils font, à combien par leur inventaire ou par quelle source, pour justement que cet outil soit finalement une manière de gagner en valeur et de redonner de la valeur à leur inventaire et non pas de le perdre de manière un petit peu incontrôlée. Donc revenir à ces relations de confiance et rechoisir vraiment les bons partenaires avec qui travailler. Et attention à ceux qui utilisent les SPO pour passer en dessous des prix planchers. C'est ça que j'ai compris tout à l'heure. Il a compris le chinois, Fred. Exactement. Kevin, comment on conclut? Tout d'abord, merci Fred, Agnès, Magali et Bruno pour cette table ronde. Et concernant les éditeurs, en fait, je rejoins en fait les deux dernières paroles. En fait, c'est aux éditeurs de faire leur choix, mais je pense que l'intérêt vraiment pour eux, c'est au moins de centraliser pour pouvoir mieux comprendre mieux comprendre tout cet écosystème et pouvoir en tirer le meilleur. D'accord. Merci beaucoup, Kevin. Magali, à toi de conclure. Super. Non, effectivement, mais je pense qu'on a tous un petit peu la même logique de se dire attention, less is more, il faut pas faire n'importe quoi. Quand on a réussi à faire grossir son audience, ce qui est très compliqué aujourd'hui en termes de SEO ou même en termes d'arbitrage, il faut arriver à pas la perdre, à pas la décevoir. Et je pense que plutôt que d'ajouter toujours de plus en plus de formats, essayer de maximiser les revenus sur chaque emplacement, s'assurer que les emplacements ils sont au bon endroit et puis préserver l'UX, préserver le SEO aussi. On n'a pas trop parlé de SEO, mais s'assurer que on a une pression publicitaire qui est acceptable, qu'on a mis en place des hauteurs minimums pour préserver les scores de CLS pour Google. Voilà, donc il y a less is more et essayer de bien rentabiliser les espaces publicitaires existants. Merci beaucoup à tous les quatre. Il y en a parmi vous que je Merci Fred. la semaine. Merci Fred, merci Magali, merci Agnès, merci Kevin. Merci à tous.